Bonjour. 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 Non, mais ils sont pas Bonjour. fonctionnels. Oui, bonjour. 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 Bienvenue. On va commencer Merci. dans quelques minutes, tant que les autres arrivent. Pour ceux qui sont déjà là, je vais vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. 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 Dame, je vais te demander de couper ton micro, s'il te plaît, pour éviter les interférences. Alors, encore quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Bonjour à tous. Euh, Encore 2 minutes. Parce qu'on peut déjà commencer. Euh, Bonjour à tous, surtout et surtout à toutes. Donc, euh, je vais continuer à accepter les derniers participants. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les interférences. Bien sûr, vous pouvez les réactiver au moment des échanges questions-réponses. Donc, bienvenue à tous. Je suis Moussa Diaw, chargé de mission accompagnement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale à SOCOopération. Donc, bienvenue à ce webinaire, cette réunion d'information organisée avec la Guilde. Donc, l'objectif de cette réunion d'information est de présenter l'appel à projet, micro-projet de solidarité internationale de la Guilde. Et bien sûr, en propos introductif, je vais aussi vous présenter Coopération, notre dispositif d'accompagnement. Ensuite, Jérémy Guérin du programme Solidarité Eau va aussi présenter le PSO et
le dispositif d'accompagnement du PSO sur les projets eau assainissement. Ensuite, Manon Blanc de la Guilde vous présentera le dispositif, le règlement, les critères et le portail solidaire, la plateforme de dépôt de vos projets. Donc, on va donc commencer. Ce coopération, c'est un réseau, c'est le réseau des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Donc, comme vous le voyez sur la carte, ce coopération est le réseau des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale qui sont basés en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes un réseau multi-acteurs puisque parmi nos membres, on a des associations, des collectivités territoriales, des acteurs économiques et des établissements de formation et de recherche. Nous avons plusieurs missions. La première mission, c'est une mission d'observatoire. Donc, l'objectif de notre observatoire, c'est d'identifier quels sont les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine qui sont engagés ou qui souhaitent s'engager dans la coopération et la solidarité internationale. Pardon. Ensuite, une fois que ces acteurs sont identifiés, on organise des événements. Donc, à travers l'animation territoriale, l'objectif est d'organiser des temps d'échange, de concertation pour que ces acteurs puissent se rencontrer pour échanger sur leurs activités, leurs missions, créer des partenariats. Ensuite, le cœur de nos missions, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, mission sur laquelle je vais revenir plus tard. Ensuite, nous travaillons aussi avec les collectivités territoriales sur la thématique également de l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, ainsi que sur des dispositifs de mobilité jeunes. Notre dispositif d'accompagnement, nous avons deux dispositifs, mais je vais rester sur le dispositif qui nous concerne aujourd'hui. Il s'agit du dispositif que nous appelons l'accompagnement au fil de l'eau. Donc, nous accompagnons toutes les structures qui sont domiciliées en Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour nos amis qui ne sont pas de la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez peut-être la réponse tout de suite que nous ne pouvons accompagner que les acteurs qui ont leur siège social en Nouvelle-Aquitaine. Si vous n'êtes pas de la région Nouvelle-Aquitaine, pouvez consulter notre annuaire des acteurs où là, vous pouvez voir quels sont les acteurs de notre réseau qui interviennent sur vos territoires. Vous pouvez les contacter directement pour voilà, essayer de travailler avec eux. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons vous accompagner avec votre partenaire néo-aquitain. Euh, ce que nous offrons sur notre dispositif d'accompagnement, c'est de l'appui conseil, hein. Nous vous accompagnons à clarifier le sens de vos démarches, à rédiger votre projet. C'est pas nous qui rédigeons à votre place, mais nous vous accompagnons à rédiger le projet, à identifier des partenaires, à chercher des financements. L'accompagnement peut se faire soit avec ses coopérations ou avec ses partenaires, notamment le PSO, qui va tout à l'heure se présenter, Jérémy Guérin, mais également le réseau Cycle et un nouveau réseau qui vient d'être créé, qui s'appelle le réseau Cordé. Euh, coopération, c'est une question qui va peut-être revenir plus tard. Coopération accompagne dans la recherche de financement, mais ne finance pas les projets. Alors, comment ça va se passer l'accompagnement? Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, vous nous contactez sur accompagnement@socoopération.org ou vous me contactez directement. Je vais mettre mes contacts à la fin de la présentation. Donc, vous prenez rendez-vous avec nous, vous nous présentez votre projet ou votre idée de projet. Ça peut arriver aussi que vous soyez à un stade d'idée. Et donc, nous, on vous accompagne à clarifier votre démarche, à identifier quel type de projet vous avez et à voir un peu quels sont les dispositifs de financement sur lesquels vous êtes éligible. Ça, c'est dans le cadre de l'accompagnement individualisé. Pour ce qui concerne l'accompagnement collectif, c'est sous forme de formation. Donc, ça peut être des formations plutôt généralistes, donc sur la conception de projets de solidarité internationale. Là, j'ai mis quelques dates. Dans 2 jours, on sera à Niort
où on va faire une formation sur la conception de projets de solidarité internationale avec un focus sur l'étape du diagnostic dans les projets eau assainissement. En avril, nous serons à Bordeaux sur le pompage solaire. En juin, nous serons du côté d'Angoulême, pour, euh, pour une formation sur eau, hygiène, assainissement en milieu scolaire. Et, on est en train de travailler aussi sur un plan de formation sur d'autres thématiques, notamment le genre, le climat, le sport et le développement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur notre lettre d'information ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, pour recevoir toutes les informations et les dates euh, de formation que nous proposons, notamment avec notre partenaire, le PSO, que je vais laisser la main pour qu'il présente aussi le dispositif d'accompagnement du PSO. Jé- Jérémy? Oui, vous m'entendez? Oui. Désolé si. Bonjour à toutes et à tous. Et désolé s'il y a du bruit. Je suis abonné au webinaire de la Guilde et à chaque fois où je suis en déplacement. Donc, je suis soit en gare ou soit dans des coworking. Je vais essayer de faire rapide car je vois qu'il y a pas mal de gens que je connais déjà dans les participants. Euh, je vais aller très rapidement. Donc, moi, je suis basé à Bordeaux, donc pour l'accompagnement en Nouvelle-Aquitaine. On a un peu les mêmes méthodes d'accompagnement que Coopération. On travaille beaucoup en partenariat. Donc, je suis là pour l'accompagnement individuel, donc de l'appui conseil, hein. Si vous avez des projets au assainissement, n'hésitez pas à me contacter, pour avoir des retours techniques, que ça soit dès le début du projet en amont sur l'étape de diagnostic qui est primordial et on va pouvoir le développer à Niort jeudi avec Moussa, jusqu'au moment où vous allez déposer votre projet auprès des bailleurs de fonds. Donc voilà, sur toutes ces étapes, on est présent. Comme l'a dit Moussa, on a des formations collectives, donc je vais pas y revenir dessus, je les ai déjà présentées. Euh, Chose aussi qu'on va faire aussi le PSO. Là, on va lancer à la fois sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine des webinaires sur échanger de son projet au assainissement avec ses pairs, où on va inviter les associations qui mettent en place de projets à venir échanger entre eux et se challenger, s'interroger collectivement sur la qualité des projets qui sont présentés. Donc, vous aurez bientôt une communication dessus. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, le PSO, on a plusieurs antennes en France, mais on a surtout cinq plateformes à l'international qui sont le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Madagascar et le Liban, où là, on a des animateurs et des animatrices au niveau de ces pays-là qui font le même travail d'animation. Et ça nous permet de mettre assez facilement en relation les acteurs français et locaux pour mettre en place des dynamiques sur l'assainissement, mais aussi essayer de garantir la pérennité des infrastructures et des projets, des services que vous allez mettre en place. Donc voilà, j'étais assez rapide. Je pense que vous me connaissez tous, donc j'ai pas envie d'épiloguer. Euh, Si jamais vous avez des questions, bah, je pense que Moussa mettra mon mail euh, à la fin, enfin, durant à la fin de la présentation au niveau du compte rendu. Donc n'hésitez pas. Merci Merci. Jérémy. Merci Jérémy. Donc, vous l'avez compris, Jérémy accompagne sur la thématique au assainissement et sur tout le reste, éducation, santé. Vous pouvez donc solliciter l'accompagnement de ce coopération. À présent, je vais laisser la main à Manon qui va vous présenter le reste du programme. Est-ce que, pour ceux qui ont encore le micro ouvert, est-ce que vous pouvez le désactiver, s'il vous plaît? Merci. Manon, je te laisse la main. Oui, merci. Vous voyez bien mon écran Je en vais, grand écran? je vais enlever le partage et je te laisse la main. Tu peux partager, Manon. Ah oui, je l'ai déjà partagé. Je pensais que ça aurait pris la main. Attends, je vais arrêter le partage et le remettre. En tout cas, en attendant, je vais me présenter. Moi, c'est Manon Blanc. Effectivement, comme Moussa l'a dit, je suis chargée de mission
pour le programme de soutien aux microprojets de la Guilde. Est-ce que là, vous voyez bien le Oui, diaporama avec le oui. sommaire? Voilà. Donc, l'idée, c'est que je vous présente bon, rapidement la Guilde et spécifiquement notre programme de soutien aux microprojets de solidarité internationale. On passera un peu en revue les critères de sélection, d'éligibilité pour déposer une demande de subvention à notre dispositif de financement. Et je vous présenterai le dépôt de dossier qui se fait en ligne sur une plateforme qui appartient à la Guilde, qui s'appelle Portail Solidaire. Et qui voilà qui est assez conséquent, qui est assez important en même temps qui reprend un petit peu les formulaires que vous pouvez trouver chez tous les bailleurs aujourd'hui. Et donc là, ce sera l'occasion un petit peu de passer un peu plus en détail sur les attentes de ce formulaire pour vous aider à préparer le dossier. Donc, la Guilde, c'est une ONG, bon, une association loi 1901 qui a été créée à la fin des années 60, qui a été reconnue d'utilité publique. Euh, Sa mission principale, on va dire, c'est de soutenir les initiatives de solidarité à travers le monde via différents pôles d'activité. Donc, historiquement, la Guilde a toujours été tournée vers des expériences un peu d'aventure, d'exploits, que ce soit sportifs ou en bateau, autour du monde, pôle Nord, etc. Euh, Notamment via le financement de bourses plutôt individuelles. Donc aujourd'hui, cette activité, elle existe toujours, mais un petit peu plus moindre, voilà, au niveau des actions de la Guilde, bien qu'il existe toujours notamment un festival, donc depuis plus de 30 ans qu'on organise avec la ville de Dijon, à Dijon, chaque année, qui met en compétition en fait des films documentaires autour de l'aventure. Et voilà, aujourd'hui, l'aventure, elle est un petit peu prise au sens large. Donc, ça, ça va aussi toucher tout ce qui est aventure plutôt humaine, en lien avec les objectifs de développement durable, l'environnement, etc. Une activité importante de la Guilde aussi, c'est l'envoi de volontaires. Donc on est voilà, une association accréditée, organisme accrédité pour gérer l'envoi de volontaires à l'étranger. Donc on gère deux dispositifs, le service civique international et le volontariat de solidarité internationale, VSI. Donc qui se distinguent tous les deux par des modalités, les durées de mission, aussi les compétences requises pour faire ces volontariats-là. Donc le service civique international, il a un peu les mêmes critères que le service civique en France. Donc voilà, c'est des missions de 6 mois à 1 an pour des personnes qui ont, enfin, sans attente de compétences en particulier. Alors que le VSI, bah, il n'y a pas de limite d'âge. Ça peut être des missions qui vont jusqu'à 6 ans. Euh, Ça va être plutôt pour des postes un peu ciblés enfin, de spécialités comme dans le domaine de la santé par exemple ou de responsable de projet, etc. Voilà, donc on envoie des centaines de jeunes par an, on fait toute la préparation au départ, des formations au retour et également l'appui un peu administratif, voilà, et humain. La Guilde met également en place des programmes directement sur place avec des partenaires locaux, notamment autour des thématiques de la réhabilitation du patrimoine, la culture. Et également, ces dernières années, on a apporté pas mal de projets en lien avec la santé mentale, notamment dans des pays en enfin, post-crise, donc en RDC notamment, ou au Moyen-Orient. Euh, et enfin, l'axe donc soutien aux microprojets. On est financé majoritairement par l'Agence française de développement pour mettre en place ce programme de soutien aux microprojets de solidarité internationale. Donc voilà, on gère des fonds publics qu'on va ensuite utiliser pour déployer nos activités sur lesquelles je vais venir d'ailleurs maintenant. Qui visent à appuyer et valoriser les petites associations de solidarité internationale, notamment françaises, et indirectement du coup leurs partenaires dans les pays d'intervention.
et favoriser voilà, la mise en place de ce qu'on appelle micro-projets de développement à l'international. Donc, en fait, par micro-projet, on entend des projets qui sont assez ciblés, localisés géographiquement à l'échelle d'un village, d'une coopérative, d'une école, voilà, d'un poste de santé. C'est plutôt à petite échelle et avec surtout une forte, donc un fort ancrage local et une forte implication des acteurs locaux et évidemment à moindre coût, petit projet, mais avec des impacts directs. Euh, donc pour cela, on accompagne également des structures comme peuvent le faire les réseaux régionaux multi-acteurs. On le fait notamment en Île-de-France, parce qu'il n'y a pas de RRM en Île-de-France. Et un petit peu de manière plus ponctuelle sur le reste de la France, puisque effectivement on est en partenariat assez rapproché sur ces activités-là avec les RRMA. Euh, pour les formations aussi à la gestion de projet, donc voilà, les différentes phases du cycle de vie d'un projet, mais également des formations thématisées. On peut proposer des formations sur comment inclure la question environnementale dans les micro-projets, comment aborder la question du genre dans les micro-projets, comment mettre en place une activité génératrice de revenus. Donc voilà, des activités, des formations plutôt thématiques. On essaie aussi de renforcer tout le volet accompagnement post-financement. Donc une fois que voilà, le projet est lauréat, on essaie aussi de proposer un accompagnement, un parcours d'accompagnement à ces lauréats-là. Donc on finance les projets via 2 appels à projets par an. Jusqu'à maintenant en tout cas, donc au printemps et à l'automne. Donc je vous parlerai tout à l'heure de la session printemps de 2026 de l'appel à projet. Une fois que les projets sont financés, voilà, on fait tout le suivi aussi et on essaie d'évaluer les impacts et valoriser les impacts des projets. Donc on est en lien régulièrement avec les structures. On fait également des missions de terrain chaque année. Voilà, pour rencontrer, enfin voir bien sûr si tout se passe bien, mais aussi rencontrer les acteurs, pouvoir échanger, relever aussi des nouveaux besoins ou voilà, des difficultés sur place. Et un enjeu fort, c'est aussi voilà, de communiquer, valoriser, capitaliser sur toutes ces initiatives-là. D'autant plus dans un contexte où l'aide publique au développement est remise en cause et les micro-projets, évidemment aussi. Donc voilà, on essaie de déployer tout ça autour donc de financement donc d'appels à projets qui ont lieu 2 fois par an. L'appel à projet actuel est donc ouvert, la session du printemps. Vous pouvez dès à présent commencer à créer votre compte et rédiger la demande de subvention sur notre plateforme, donc le portail solidaire, et ce jusqu'au 31 mars au soir. Donc voilà, juste vraiment à minuit, vous ne pourrez plus avoir accès à la plateforme. Donc, essayez d'anticiper ça. Surtout les derniers jours, il y a voilà, souvent beaucoup de monde sur la plateforme, donc ça peut créer des petits problèmes techniques. Donc, quelque chose à avoir en tête quand même pour essayer d'anticiper le dernier jour d'ouverture. Et donc, après, il y a tout un processus de sélection dont je vous parlerai tout à l'heure, avec des résultats autour de mi-juin. Euh, donc, sur les seuils de financement, actuellement, on a 2 seuils, donc on peut financer jusqu'à 12 500 euros pour toutes les associations qui répondent à nos critères d'éligibilité, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Et pour les associations qui ont déjà été lauréates et qui ont plus de 500 000 euros de ressources annuelles, elles peuvent nous solliciter jusqu'à 20 000 euros. Donc il y a voilà, ce double seuil. Mais pour 20 000 euros, il y a 2 conditions à respecter. Donc, être déjà lauréat et avoir au minimum 50 000 euros de ressources annuelles. Donc, qui peut déposer une demande de subvention? Donc, notre appel à projet, il est destiné à, à des associations françaises qui est en partenariat formalisé avec une structure locale. Donc, effectivement, pour l'instant, on ne finance pas directement des structures locales. Donc, il faut vraiment avoir un partenariat formalisé avec une association française, que l'association française soit enregistrée en préfecture depuis au minimum 2 ans,
et qu'elle ait moins de 200 000 euros de ressources annuelles par rapport à l'année précédente. Donc là, en l'occurrence, ce sera sur le compte de résultat de l'année 2025 pour la session du printemps 2026. Donc généralement, les AG sont pas encore passés, etc. Les comptes sont pas totalement validés. Euh, mais ben, si vous avez ce document-là, au moins prévisionnel, c'est bien quand même de nous le transmettre, puisque vraiment on se base là-dessus pour analyser l'éligibilité ou pas. Donc on a vraiment besoin de cette information-là. Euh, et donc il faut être en partenariat formalisé avec une structure sur place qui peut être une association, mais aussi un groupement une coopérative, pardon, coopérative, école, mairie, voilà, toute structure formellement créée et existante sur place. Ça peut pas être seulement un individu. Donc, au niveau des projets qui peuvent être financés, donc ça va être tous les projets en lien avec les thématiques traditionnelles de l'aide publique au développement, donc l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, agriculture, enfin, environnement. Enfin, vraiment, c'est très large. Donc en lien avec les objectifs de développement durable. Le projet doit être présenté sur au minimum 12 ans et jusqu'à 3 ans. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la mise en place des activités. Euh, Hors phase enfin, études préalables et études de diagnostic, on finance pas ça. Donc évidemment, de toute façon, pour proposer une demande de subvention consolidée, il faut généralement avoir déjà fait son diagnostic avant. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui doit être fait en amont. Et par contre, ça peut inclure la phase de suivi et d'évaluation aussi du projet. Donc tous les pays éligibles à l'aide publique au développement sont éligibles à notre appel à projet, donc ça fait plus de 100 projets. C'est une liste qui est rédigée par l'OCDE, donc chaque année elle est mise à jour. Euh, Petite exception donc pour le Niger pour lequel il y a des restrictions de secteur d'intervention, donc qui sont imposées par voilà, le gouvernement français et qu'on se doit de suivre comme enfin, nous utilisons des fonds publics. Euh, donc seulement les projets qui en fait se rapprochent de l'urgence, on va dire, sont éligibles. Donc ça va être tout ce qui est, je pourrais vous redonner la liste détaillée après, mais tout ce qui est santé, eau, hygiène, enfin accès à l'eau, santé, nutrition et jeunesse. Je crois que j'en oublie pas. Donc pour le Niger. Et par contre, on ne peut plus financer de projet au Mali et au Burkina Faso. Burkina Faso, donc le Mali depuis fin 2022 et le Burkina Faso là depuis fin 2025, donc c'est très récent. Jusqu'à maintenant, on avait encore le droit de financer sur des thématiques, les mêmes thématiques là réduites, mais là on ne peut plus du tout, malheureusement. Donc voilà, et tous les projets donc il y a des types de projets qui sont inéligibles, ça va être les projets ponctuels, donc un événement, par exemple, ponctuel, ou, voilà, très court et qui n'a pas de perspective de pérennité derrière. Une construction simple, voilà, sans perspective pareil de fonctionnement sur la durée. Des projets d'urgence, de microcrédit sont pas éligibles. Et des projets qui ont déjà un cofinancement issu du MAE ou de l'AFD comme c'est le cas des financements Praosim, donc du Forim, de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, ou des ambassades de France notamment. Puisque, en fait, comme ça vient des mêmes sources de financement, c'est incompatible. Vous pouvez être financé sur d'autres projets par ces fonds-là, mais pas sur le projet pour lequel vous nous sollicitez. Les projets qui utilisent le sport comme levier de développement sont aussi éligibles. Donc voilà, ça peut être viser l'égalité hommes-femmes, émancipation des femmes, autonomisation des enfants, inclusion du handicap. Enfin, ça peut être plein de voilà enfin, les objectifs généraux en fait
de développement, mais qui utilisent le sport comme outil. Mais par contre, le sport ne doit pas être une finalité. Voilà, on présente pas on finance pas de projets enfin, sportifs, quoi, pur et dur. Ça, ce sera d'autres guichets qu'il faudra s'adresser. Mais bon, globalement, c'est les mêmes conditions, les mêmes critères que les autres projets. Donc au niveau de la sélection, et donc ça peut vous donner des indications sur voilà, ce sur quoi il faut avoir des points d'attention. Bon, globalement, ce sont les critères qu'on retrouve dans les critères qualitatifs d'un projet de développement. Donc, ça va être tout ce qui est relié à la pertinence du projet. Est-ce que la solution qui est proposée, elle répond bien aux besoins identifiés? Est-ce que le besoin, il a bien été émis localement? Est-ce que les objectifs ont une visée à long terme? L'ancrage local est important aussi, s'assurer que le projet est bien en adéquation avec les politiques locales, bien mis en place avec des structures locales aussi, des acteurs locaux, que ce soit pas un projet voilà, venu de France, imposé, et, enfin, déconnecté de la réalité du terrain. Euh, il faut que ce soit un projet qui a pour but aussi de se pérenniser, que voilà, qu'il devienne autonome et que la population puisse voilà, le rendre autonome par la suite. Euh, sur l'aspect du budget, on va bon, évidemment regarder si les dépenses et les ressources sont bien équilibrées et si les dépenses qui sont proposées sont bien en adéquation avec les résultats et les objectifs attendus. Voilà, si on voit que le budget est énorme pour ce qu'il est prévu de mettre en place, bon, ça va peut-être nous faire tiquer. Ça sera considéré comme un point d'attention. Euh, Au niveau voilà, des indicateurs de résultats, on regarde si bah, effectivement ça pourra enfin, nous permettre de mesurer, d'évaluer en fait les impacts concrets du projet. Euh, la participation, ben, ça rejoint un petit peu l'ancrage local aussi, mais effectivement, euh, on regarde si ben, les bénéficiaires sont bien impliqués dans toutes les phases du projet, que ce soit pas quelque chose qui arrive, qui leur est imposé, et que l'identification des bénéficiaires soit bien justifiée. Et enfin, des points d'attention sur des thématiques transverses comme la jeunesse, l'environnement et le genre, bon, qui sont un peu les thématiques transverses qui reviennent, sur lesquelles l'AFD aussi a des points d'attention et qui visent notamment à avoir oui, un point d'attention aussi sur notamment les populations vulnérables ou l'environnement. Euh, Voilà, je sais pas s'il y a des questions, ça va. Au niveau du dépôt de dossier, euh, donc dans un premier temps, bon, évidemment, il faut rédiger votre projet sur la plateforme en ligne. On vous conseille de bien vous relire, même vous faire relire par quelqu'un d'extérieur. Ça peut être bien parfois quand on est dans la rédaction, voilà, on a la tête dans le guidon et on a du mal à voir que ce soit les fautes d'orthographe ou les formulations de phrases. Bon, bien sûr, on va pas se baser seulement là-dessus pour analyser les dossiers, mais c'est vrai que comme on reçoit beaucoup de dossiers, forcément voilà, chaque élément en compte. Donc voilà, vérifiez bien la rédaction de votre dossier. Au moment du dépôt en ligne, on vous demande un paiement de 20 euros pour contribuer en tout cas aux frais de dossier et du coup de la gestion de la plateforme. Euh, Ensuite, il y a deux phases d'instruction dans le processus. Donc, il y a d'abord une instruction qui se fait en interne par les salariés de la guilde, puis un pré-jury voilà, de sélection en interne. Euh,
Et ensuite, il y a une deuxième phase d'instruction externe. Donc là, on va donner à lire ces projets présélectionnés à des personnes qui sont extérieures à la guilde, souvent issues voilà, du monde de la solidarité internationale. Euh, et qui ont une expertise sur une thématique ou une géographie qui peuvent voilà, être pertinentes pour compléter l'analyse des dossiers. Après ça, donc il y a le comité final où tout le monde se rassemble et sont prises les décisions. Et suite à ce comité, vous êtes notifié de l'acceptation ou pas de votre projet. Donc ça, ce sera au mois de juin. Et dans tous les cas, que votre projet soit financé ou pas, on, on vous remet des avis détaillés, donc des jurys, pour que vous puissiez voilà, ou le retravailler en cas de refus, ou aussi améliorer enfin, dans la mise en œuvre, voilà, en prenant en compte des points d'attention qui ont été soulevés. Euh, une fois que vous êtes lauréat, donc ça c'est pour les lauréats. Pour les associations lauréates, donc on vous annonce les résultats. Ensuite, il y a une petite période où nous, on doit faire valider par à l'AFD la liste des lauréats. Donc, c'est ça, les diligences LCBFT. Donc, en fait, c'est grosso modo dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme que voilà, l'AFD fait de son côté une petite enquête. On vous demande pas plus d'éléments à donner, mais voilà, ça prend il y a un petit laps de temps du coup d'un mois ou deux avant de pouvoir signer la convention et verser les fonds. Donc les deux premiers tiers de la dotation sont versés en amont du projet. Ensuite, si votre projet dure plus d'un an, on vous demande un rapport intermédiaire euh, tout par an, enfin en fonction de la durée du projet et un rapport final une fois que toutes les activités sont effectuées et que tout le budget est dépensé. Et ça n'est que après la validation de notre part de votre rapport final que vous sont versés le dernier tiers de la dotation. Donc c'est quelque chose à avoir en tête quand même parce que effectivement ça demande d'avancer ce dernier tiers. Donc voilà, c'est pas toujours évident pour les trésoreries des associations qui sont composés de bénévoles, etc. Mais voilà, c'est la règle actuelle. Donc, on va passer sur le détail du formulaire et également les éléments du coup plutôt plus financiers avec tout ce qui est dépenses éligibles, dépenses inéligibles, tout ça, je vais vous l'expliquer après. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà ou si on les garde pour la fin. On peut Je bois peut-être juste un prendre verre d'eau. deux, trois questions. En tout cas, dans le chat, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez déjà deux, trois questions ou sinon on peut les prendre à la fin? Non, je souhaite, si c'est possible, intervenir maintenant. Allez. Oui, Vous m'entendez? Oui, oui, donc, Hubert Leclerc, je suis de l'association Hydraulique sans frontières. J'avais oui, plein de questions à poser, mais j'ai déjà eu mes réponses. C'est notamment l'éligibilité des associations pour être financées par la Guilde. Donc, c'est maximum 200 000, j'ai noté 200 000 euros de ressources annuelles. ouais, Euh, Hydraulique sans frontières, on est nettement au-dessus. oui, Voilà. je pense, Donc, ouais. voilà. Donc, je ne le savais pas donc avant la réunion. Voilà. D'accord, Donc, j'ai au moins trois bénévoles de ma délégation qui y participent. Voilà. d'accord. Je voulais surtout dire, ne soyez pas déçus de me voir partir, parce que vraiment, on n'est plus, on est trop gros pour être éligible à votre financement. Oui, effectivement, oui. Oui, oui. C'est vrai que et c'est un peu la question. Alors, je connais pas vos ressources exactement, mais c'est vrai que c'est un peu le gap qu'il y a actuellement dans les dispositifs de financement pour les structures qui sont pas non plus énormes, pas des grosses associations MSF ou même le CCFD qui peuvent directement aller solliciter l'AFD. Et alors après, peut-être que vous l'êtes au guichet AFD, vous pouvez être éligible. Mais voilà, et les petites associations, voilà, pour les micro-projets, c'est vrai que entre deux, il y a beaucoup moins de guichets
voilà, que vous pouvez solliciter. Donc, c'est des enjeux aussi pour ces Ouais. types de structures. Sur HSF, on a des ressources annuelles de l'ordre d'1 million d'euros par an. Oui. Voilà. D'accord. Effectivement, nos ressources, c'est essentiellement les collectivités qui ont la compétence eau et les agences l'agence de l'eau, Hmm. voilà, différentes Qui sont agences de plus l'eau de adaptés. France. Voilà. Hmm. Donc c'est très intéressant, mais je Ok. suis désolé, vais- Oui, pas de souci, hein, ne perdez pas votre temps, hein, pas de Euh, Pardon? problème. Merci Hubert. On va peut-être Une prendre question, s'il vous plaît? oui, je vais d'abord prendre la question sur le chat. Il me semble que c'est Alain qui pose la question de savoir est-ce que la guilde accompagne la rédaction du projet? Oui, alors ben nous, effectivement, on fait de l'accompagnement, mais comme on est aussi partie prenante de l'instruction, on peut pas vous accompagner de manière régulière et vraiment de manière approfondie dans la rédaction du projet, le montage du projet. Donc c'est pour ça que sur la région, en tout cas Nouvelle-Aquitaine, Coopération a ce rôle-là aussi où ils sont beaucoup plus dans l'accompagnement et l'accompagnement, la conception et la rédaction du coup des dossiers. Donc voilà, après moi je peux vous dire, je peux vous donner vite fait un avis global ou vous dire au moins si c'est éligible ou pas, mais plutôt se tourner, enfin tu me diras Moussa, mais peut-être plus vers Coopération pour un accompagnement Oui, c'est rapproché ça. quoi. Donc Alain, je ne sais pas dans quelle région en France vous êtes, mais si c'est en Nouvelle-Aquitaine, c'est effectivement sous coopération qui propose un accompagnement renforcé. Je vais laisser la main à Odile. Hmm. J'avais une autre question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Alors, nous sommes une association de jumelage avec le Togo et nous avons un projet eau et nous sommes accompagnés par l'ONG HSF, Hydraulique sans frontières, Monsieur Hubert qui est parti là à Mhm. l'instant. Donc, il a un trop gros budget, lui, Mhm. et il n'est pas éligible à des aides de la Guilde. Mais nous, une association comme nous, où on a quand même beaucoup moins de revenus, notre petite association, est-ce qu'on peut prétendre à une aide de la Guilde pour Oui, alors c'est vrai que j'ai pas parlé des associations de jumelage et tout ce qui est décentralisation, mais en fait, les projets que vous nous déposez, enfin que vous nous présentez, ne doivent pas avoir déjà des ne doivent pas être cofinancés non plus par des fonds issus du jumelage ou de la coopération décentralisée. Donc, je sais pas trop comment vous fonctionnez, si c'est juste aujourd'hui, si c'est juste un statut de votre côté ou s'il y a déjà des fonds issus Pour l'instant, non, parce publics qu'il sur. va y avoir une étude complémentaire pour bien donner le montant du projet. Mhm. Donc, le devis n'est pas fait encore, il n'y a rien de signé, et il va falloir de toute façon faire ce projet. Et je voulais savoir si la Guilde pouvait Mhm. aider au financement. Bah, s'il n'y a pas de cofinancement de d'autres fonds issus du ministère, ou, voilà, ça Si, fonctionne. je pense que c'est Voilà, c'est ça. HSF qui va faire les demandes de financement, de subventions. Donc, c'est eux qui vont aller chercher les subventions et justement des ministères ou autres, Après, ou des ministère, moi agences je de parle l'eau. ministère des Affaires étrangères, juste. Mais D'accord. d'autres Ah oui, ministères, ça fonctionne. Agence de l'eau, oui, ça fonctionne aussi. d'accord. Donc Donc oui. là, après, s'il y a des financements de ce type, vous n'intervenez pas. Si ça, on peut, oui, cofinancer. Cofinancer les Cofinancé. D'accord, ok. Bon, ben, j'en autres parle. que ministère des Affaires étrangères, c'est bon. Donc tous les autres ministères et les ministères, enfin pardon, les agences de l'eau aussi. Oui, oui, c'est compatible. Ok. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez m'écrire un mail avec les infos précises et voilà. Mais ça m'a l'air, oui. Non, mais je partagerai avec les responsables de HSF justement sur Oui, mais eux peuvent l'aide. être effectivement en cofinanceur ou en appui, enfin un partenariat. Tant que c'est vous qui êtes le, le porteur de projet vraiment qui dépose Oui. le dossier voilà, auprès de nous. Oui, c'est plus dans le portage du projet. Si c'est Ouais. vous qui portez le projet, effectivement, vous êtes éligible. On va prendre deux dernières questions. Ok, merci. Ouais, je vous en prie. Fadel d'abord, ensuite Boudia. Fadel, allez-y. Ok. Merci beaucoup, cher Moussa. Merci à vous tous. Et je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez. Moi, je suis Fadel Tchagouni. Je suis point focal du GSF au Togo et aussi président de l'Organisation pour le développement économique et social en Afrique, ODESA. Et donc, pour moi, ma question est si simple. Est-ce qu'il y a une liste, la guilde peut-être a une liste
de certaines organisations qui souhaiteraient quand même, peut-être qu'ils n'ont pas des partenaires au niveau local pour certains projets et autres. Est-ce qu'il y a cette demande qui vient au niveau de la guilde avant qu'on puisse se positionner pour d'éventuelles collaborations par la suite à travers des projets? Voilà à peu près ma question. Oui, effectivement, nous, donc, on finance, enfin, il faut forcément être en lien avec une association française. On n'a pas vraiment, on fait pas ce travail de mettre en lien des structures parce qu'on, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup enfin, d'associations qu'on accompagne. Après, et on n'a pas non plus de cartographie vraiment précise sur notre site. On a des exemples de projets, on a des fiches projets quand même, des projets qu'on finance. Donc, si vous regardez sur notre site, je vous partagerai le lien de notre site tout à l'heure. Les projets financés au Bénin, c'est ça, vous m'avez dit? Au Togo. Au Togo, pardon. Si vous êtes au Togo, vous pouvez filtrer comme ça. Après, pareil, Moussa, enfin, sur le site de Socopération, il y a une cartographie des acteurs. J'imagine togolais sur votre cartographie. Par contre, voilà, sont déjà généralement en lien avec des structures locales. Donc, après, c'est à vous de. Enfin, nous, on fait pas ce lien, en tout cas, de mise en lien. Très rapidement pour avancer, peut-être répondre à la question de Josia. Est-ce que la Guilde pourra accompagner sur les projets qui interviennent en 2020? Ok, non, non, ça, il n'y a pas de souci. Même si vous n'avez jamais fait de projet, vous pouvez être accompagné effectivement. Mais Mhm. encore une fois, si vous voulez être accompagné de manière renforcée, c'est vraiment, il faut vous adresser à So Coopération ou si vous êtes dans une autre région de France, vous pouvez aussi Un autre réseau. contacter voilà, un autre RRMA. La durée minimale de projet, il faut que le projet soit minimum 12 mois et maximum 36 mois, donc 3 ans. Euh, est-ce que pour Josia, est-ce que vous gardez votre question jusqu'à la fin ou maintenant on peut prendre une dernière question peut-être? Euh, ben, peut-être que on peut avancer parce Oui. que Donc, Ok, Josia, d'accord. j'avance Je sur le. garde. Bonjour, bonjour à tout le Bonjour. monde. Je garde ma question Voilà, à la fin. À la fin. voilà. Donc, Ce sinon, sera en priorité. on va pas y arriver. Merci. Là, je vais parler du formulaire, donc voilà, peut-être qu'aussi ça peut vous répondre à des questions. Et juste, il y avait une question sur est-ce qu'on peut financer des études préalables, faisabilité, etc. Non, ça, on finance pas. Il faut que donc, ça ait déjà été fait. ok. Donc, pour Josiane Ok. et Alicia, j'ai en tête que vous avez déjà levé la main, donc tout à l'heure. Ok. Euh, ok. Du coup, je repars donc sur le. Alors, il faut que je parte de. Je sais plus si je suis. Oui, c'est bon. Donc sur le dépôt de dossier, effectivement, donc il se fait sur notre plateforme en ligne qui s'appelle le Portail Solidaire. Je vous enverrai le lien direct de connexion, mais vous pouvez aussi y accéder via notre site internet. Donc on a depuis l'année 2025, on a créé un site de la guilde, mais dédié aux micro-projets. Donc c'est la guilde Projet Solidaire. Donc, où il y a vraiment toutes les informations sur les appels à projets, le programme de formation, les modalités d'accompagnement et tout ce qui est observatoire, donc type de projet qu'on a financé, guide méthodologique, etc. Donc là, vous pouvez accéder via le bouton Se connecter sur la plateforme du portail solidaire. Euh, qui se présente comme ceci. Si vous avez déjà un compte, vous n'avez qu'à rentrer votre email et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, il faut le créer. Donc, en haut à droite, vous avez un bouton où il y a écrit si vous n'avez pas de compte, créez-vous un accès. Et donc, il faut cliquer ici. Et ensuite, vous allez donc rentrer dans les démarches de dépôt de dossier. Donc, dans un premier temps, effectivement, il va falloir créer votre structure, votre espace association. Donc, il faut au minimum une adresse mail et créer un mot de passe. Pour les adresses mail, je vous conseille d'utiliser une adresse mail plutôt généraliste de votre structure. Enfin, l'adresse mail de votre structure et pas une adresse mail personnelle parce que voilà, quand il y a du turnover ou s'il y a des changements de poste ou de personnes, ça peut ensuite rendre difficile l'accès et le suivi du projet par les autres personnes de la structure.
Donc voilà, c'est un petit conseil. Donc dans un premier temps, dans cet espace structure, on vous demande de fournir des éléments un peu administratifs et classiques sur votre association. Donc évidemment de décrire voilà l'objet de votre association, joindre la publication au journal officiel, votre compte de résultats, donc à jour. Donc là, n'oubliez pas de mettre celui de l'année 2025 si vous avez déjà un compte. Voilà, rapport d'activité, etc. Donc là, c'est vraiment sur votre structure de manière générale. Et ensuite, après ça seulement, vous pouvez choisir l'appel à projet. Donc en cours, actuellement, il n'y en a qu'un sur la plateforme, c'est donc la session printemps 2026. Donc dans un premier temps, on vous demandera des éléments un peu généraux sur le projet, donc le titre, un résumé, sa localisation et les informations sur le porteur de projet français et de sélectionner également les ODD correspondants. Euh, Ensuite, donc en fait, sur la plateforme, vous pouvez vous déplacer d'onglet en onglet. Donc vous voyez là sur la droite, il y a des sections différentes, introduction, objectifs de développement durable, objectifs et pertinence du projet, partenaires, bénéficiaires, etc. Donc là, vous pouvez compléter ça dans l'ordre que vous souhaitez. Simplement, pensez bien à enregistrer chaque page enfin, à chaque fois que vous faites un peu de rédaction, parce qu'on se retrouve souvent avec des personnes qui ont passé une demi-journée à écrire leur dossier, mais sans enregistrer, et malheureusement, beaucoup d'éléments se perdent. Euh, voilà. Euh, Au niveau des objectifs, évidemment, on vous demande un peu les informations classiques des cas de logique, objectif général, objectif spécifique, des éléments sur le contexte local euh, et sur l'historique du projet, comment l'idée du projet est venue, comment vous êtes connu avec votre partenaire, etc. Donc, pour justifier un petit peu le projet que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, on vous demande des informations sur votre partenaire local, donc le partenaire local principal notamment. Il faut que ce soit évidemment une personnalité morale, donc pas un individu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, on vous demande d'ailleurs un récépissé ou un document d'enregistrement de cette structure sur place. Voilà, présenter un peu la structure, son expérience, si vous avez déjà porté des projets en commun aussi. C'est bien sur la structure et pas que sur le porteur de projet local hein, qu'on demande. Euh, une convention de partenariat signée donc entre votre association et la structure sur place. Et vous pouvez lister d'autres partenaires locaux voilà, que vous avez sur place, mais qui sont peut-être moins dans l'opérationnel. Ça peut être la mairie, voilà, c'est plus basé sur un soutien moral ou d'autres structures, expertise, prestataires sur place. Euh, Ensuite, il y a une section sur les bénéficiaires, donc assez classique, bénéficiaires directs, indirects, donc leur nombre, leur nature, comment voilà, vous les sélectionnez, comment ils sont impliqués dans le projet. Une question sur si votre projet prend en compte, enfin, un objectif en tout cas, enfin, contribue, pardon, à l'autonomisation et l'égalité homme-femme. Idem pour la jeunesse. Euh, donc c'est des questions qui sont intéressantes à développer. Voilà, si c'est le cas, après, tous les projets ont pas forcément un objectif d'égalité homme-femme, voilà. Mais c'est pour vous, si c'est le cas, au moins c'est valorisé ici, et ça peut vous pousser à voilà à réfléchir là-dessus. Pareil pour les personnes exclues du projet, donc ce qu'on appelle les exclus, ce sont en fait les personnes qui vont graviter un peu autour du projet, que ce soit géographiquement ou du sectoriellement parlant, mais qui sont pas vraiment impliqués ni inclus dans les bénéficiaires. Et du coup, c'est quand même intéressant de les identifier pour éviter voilà, pour déjà connaître cet environnement-là et potentiellement éviter des contradictions ou voilà, des mises en concurrence, par exemple. Euh, voilà, une question sur l'impact et les effets globaux du projet que vous prévoyez sur les conditions de vie des bénéficiaires. Ensuite, il y a une partie consacrée aux activités. Donc, on vous demande bon, déjà de présenter le calendrier global de début et les dates de début et de fin. Et ensuite, par activité. Donc là, en fait, ça reprend un petit peu
le chronogramme, si jamais vous travaillez avec un chronogramme voilà, d'activité, donc qui détaille bien chaque activité dans le temps, en décrivant chaque activité, en décrivant les moyens nécessaires, que ce soit matériel, humain, pour mettre en place l'activité et les résultats attendus. Donc là, vous pouvez ajouter le nombre de autant d'activités que vous le souhaitez. Il y a un petit bouton en haut à droite là avec le plus, et ajouter une nouvelle activité. Donc là, vous pouvez ajouter un cadre par activité. Si jamais vous avez un cadre logique en tableau, Excel ou PDF, vous pourrez le joindre aux annexes sur lesquelles voilà, je parlerai tout à l'heure. Ça peut venir compléter. Ensuite, il y a une section assez importante sur la viabilité. Donc, comme je vous le disais au début, voilà, on porte une forte attention sur la capacité des projets à se pérenniser dans le temps suite à notre financement. Donc, on va regarder par exemple comment financièrement le projet, que ce soit un projet d'AGR ou pas, comment il va se pérenniser dans le temps. Donc, comment notamment seront pris en charge bah, s'il y a des salaires ou des frais de fonctionnement par la suite, une fois que notre subvention sera utilisée. Donc voilà, ça peut être via une activité génératrice de revenus, le financement sur base communautaire pour un projet eau et assainissement, par exemple. Est-ce qu'il y a une cotisation pour l'usage de l'eau? Euh, Ça va être aussi peut-être un partenariat enfin, officiel, formalisé, pardon, avec une entreprise privée ou une application de l'État sur le long terme. En tout cas, c'est voilà, important d'expliquer cela, comment vous le projetez. Sur la viabilité, dire quelques mots aussi sur l'acceptabilité sociale et culturelle. Enfin, du coup, enfin, est-ce que le projet permet que, voilà, sur le temps long, oui, le projet est totalement adapté aux habitudes des bénéficiaires, de la population. Donc, il est accepté, il est voulu et il correspond aux normes, aux us et coutumes. Donc, il n'y aura pas de souci pour sa viabilité. Idem pour les aspects plus réglementaires, politiques. Donc, est-ce que voilà, le projet vient bien en cohérence avec les politiques locales? Est-ce qu'il ne vient pas se heurter avec voilà, des règles contradictoires? Donc, bien connaître les réglementations, notamment aussi pour les projets eau, assainissement, ou s'il y a de la construction, les projets agricoles aussi, c'est important. La viabilité environnementale, donc là, c'est un petit peu voilà, quel impact le projet a sur l'environnement, que ce soit positif ou négatif. Voilà, ça vous permet de réfléchir là-dessus. Euh, la viabilité technique, ça va être plus sur tout ce qui est savoir-faire. Donc, est-ce qu'il y a de la formation dans le projet? Donc, que cela va permettre une durabilité et une diffusion du savoir-faire. Est-ce qu'aussi au niveau du matériel, enfin physiquement, plus physiquement, est-ce que et techniquement parlant, est-ce que voilà les matériaux sont bien viables ou à défaut remplaçables sur place? Et enfin, la viabilité organisationnelle, là, ça va être sur le plan de la gouvernance, plus voilà, le fonctionnement vraiment sur place, quelle organisation est mise en place pour que bah, si jamais votre association elle s'en va, ou voilà, une fois que dans 5 ans, ça fonctionne toujours. Donc cette partie-là, elle est assez importante, même si elle peut être un peu euh, lourde à compléter, mais c'est vraiment ça qui va voilà, indiquer si vous avez échanger sur tous ces aspects-là avec votre partenaire et si vous avez un peu enfin, anticipé ces choses-là, même si bien sûr il y a toujours de l'ordre de l'imprévu dans les projets, mais si vous nous montrez dès le dépôt que vous avez eu ces réflexions-là, c'est quand même du bonus. Après, c'est bientôt fini. On vous interroge un petit peu sur votre dispositif d'évaluation du projet pour voilà, comment vous faites, quelle méthode et voilà, pour évaluer les impacts. Si jamais vous avez des actions de sensibilisation ou de restitution en France, n'hésitez pas à le mettre non plus. Donc cette question-là, elle est optionnelle par contre. Et également nous dire 2 mots s'il y a des prolongements envisagés après ce projet-là. Est-ce qu'il y a une seconde phase? Donc c'est toujours intéressant aussi de voir vers où vous vous projetez.
Et cette question-là, elle est également optionnelle. Et enfin, il y a une petite question sur le volontariat, donc qui est plus à titre informatif, si, puisque la Guilde a également des activités de volontariat et aime bien croiser et créer des synergies entre ces activités. Euh, c'est toujours intéressant de savoir s'il y a un volontaire qui est impliqué dans ce micro-projet et quel type de dispositif de volontariat. Et puis un petit peu évaluer la part que son poste occupera au sein du projet. Voilà, on arrive à la partie budget, donc qui se présente sous cette forme-là. Donc côté gauche les dépenses, côté droite les ressources. Donc ça en fait c'est un tableau qui est incrusté dans la plateforme. Enfin voilà, vous avez c'est déjà présenté comme ça dans la plateforme, donc vous pouvez ajouter autant de lignes de dépenses et de ressources d'ailleurs que vous le souhaitez. Euh, si jamais vous avez un budget détaillé, très clair sur un document Excel, n'hésitez pas aussi à le mettre, et notamment s'il est un peu long, n'hésitez pas à le mettre en annexe et à mettre les grandes catégories ici. Voilà, c'est quand même plus agréable à lire. Euh, voilà, pour les dépenses, c'est important de mettre des devis correspondant notamment aux plus grosses dépenses. Du côté des ressources, donc vous pouvez indiquer le montant de ressources propres que vous ou votre partenaire local compte mettre dans le projet. C'est ici que vous allez pouvoir nous solliciter la guilde avec le montant. Et si vous avez d'autres bailleurs de fonds privés sollicités ou acquis, et de fonds publics aussi, vous pouvez les indiquer ici, en précisant bien quel bailleur. Et si vous avez déjà des fonds acquis, on vous demande de nous transmettre la convention ou la lettre de financement qui fait apparaître ce montant-là. Donc ça, c'est pour le budget brut sans valorisation. Et à la suite en bas en fait du budget et des colonnes, donc à droite dépenses et à gauche ressources, on vous demande de valoriser, enfin d'estimer en fait les valorisations sur votre projet. Donc les valorisations, je ne sais pas si vous êtes familière avec ce terme-là, mais en fait, en gros, c'est tout ce qui va faire référence à un échange de biens ou de services, mais sans contribution financière en retour. Donc en fait, ça va être tout ce qui est de l'ordre du bénévolat, par exemple, du temps passé bénévolement sur le projet, le prêt d'une salle, par exemple, pour une formation. Ça peut être une mise à disposition de salles de formation par la mairie localement pour une formation. Ça peut être un prêt de matériel. Voilà, tout ce qui est de la nature, en fait. Une contribution en nature. Et donc, on vous demande de l'estimer. Voilà, après, c'est des estimations. On ne va pas aller vérifier à l'euro près que vous avez bien estimé tout ça. Donc au niveau des règles enfin, budgétaires, donc on peut financer jusqu'à 50% du budget prévisionnel. Donc on ne peut pas financer plus que ah, quelqu'un dessine sur l'écran. On ne peut pas financer plus de 50%, donc ce qui signifie que vous devez soit contribuer ou solliciter d'autres bailleurs pour financer les 50 autres pourcents. Euh, et dans les 50 autres pourcents, il peut y avoir quand même 25% de valorisation. Donc, par exemple, si vous avez un budget à 15 000 euros, vous ne pourrez pas nous solliciter à plus de 7 500 euros. Mais par contre, vous pouvez ajouter 25% de valorisation, donc pour monter à 20 000 euros. Et à ce moment-là, vous pourrez nous solliciter à 10 000 euros. Donc, ça peut faire un petit peu monter la dotation pour laquelle vous pouvez nous solliciter. Si vous nous sollicitez à hauteur de 20 000 euros pour les associations qui le peuvent, donc qui ont déjà été lauréates et qui ont un budget annuel supérieur à 50 000 euros, ça signifie qu'il faut au moins avoir 20 000 autres euros en face, donc valorisation ou autres fonds. Donc ça, voilà, ça signifie qu'il faut quand même avoir un budget un peu plus élevé.
Bon, si vous avez des questions, des doutes sur les calculs des budgets, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Moussa. Euh, voilà. C'est tout. Ben, conseil, voilà, je vous conseille pour les autres bailleurs, si vous souhaitez solliciter d'autres bailleurs, de bien vérifier leurs critères d'éligibilité, etc., pour pas bon, bah, travailler pour rien. Puisque certains bailleurs ont leurs propres, voilà, leurs propres critères, des intérêts, des thématiques de prédilection. Donc, bien vous informer là-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez déjà des fonds acquis d'un bailleur, nous transmettre le justificatif de ce cofinancement. Euh, Petite donc, précision sur les dépenses qui sont éligibles et celles qui ne le sont pas. Donc au niveau des dépenses éligibles, on va avoir tout ce qui est salaire de formateurs locaux, donc pour des activités de formation, les achats de petits et gros matériels au sein du pays, des frais de construction, des frais de communication et de publicité, localement aussi, des salaires locaux, mais vraiment liés au projet et s'ils doivent se pérenniser, les salaires, ben, montrer que à moyen terme, ils seront couverts. Et pareil pour les frais de fonctionnement, c'est éligible, mais à condition de démontrer qu'après le projet, ils seront couverts via voilà, le partenariat ou des activités génératrices mises en œuvre. Sinon, on ne finance pas que des frais de fonctionnement quoi, et des salaires. Les frais de VSI, donc de volontariat de solidarité internationale, sont éligibles sauf les frais qui sont déjà couverts par des structures, c'est-à-dire les frais d'assurance, je crois. Mais globalement, tout ce qui est dépenses sur place, donc de déplacement du volontaire, indemnisation, logement, tout ça, c'est éligible. Donc, euh, donc vous pouvez l'inclure, l'intégrer dans le budget si vous avez un volontaire. Euh, Grosso modo, c'est toutes les dépenses effectuées sur place qui sont éligibles. Toutes celles qui sont par contre faites en France, elles ne sont pas considérées comme éligibles. Tout comme les dépenses déjà réalisées, donc avant en fait le début du projet, donc les dépôts de dossier, il n'y a pas on finance pas en arrière. Euh, donc les salaires non plus en France ne sont donc si jamais vous avez des salariés ou des prestataires experts en français dans votre association, on ne peut pas enfin, prendre en compte ces salaires-là, tout ce qui est matériel acheté en France non plus. Exception faite sur certains matériaux qui sont vraiment pas trouvables sur place. Mais voilà, il faut vraiment nous expliquer pourquoi. Notamment certains matériels un peu de pointe ou des matériels médicaux qui sont très spécifiques, sont un peu difficiles de trouver sur place. Ça peut aussi être dans la région. Parfois, il y a des choses dans d'autres pays voisins. Donc, en tout cas, il faut bien nous prouver que vous avez cherché à acheter localement, hein, parce qu'on favorise quand même les achats locaux. Euh, donc voilà, tout ce qui est transport de matériel aussi, c'est pas considéré comme éligible. Les déplacements de l'association française, même localement, enfin les logements sur place de l'association française, c'est pas éligible. Voilà, et bon, bah, les salaires et frais de fonctionnement qui sont sans perspective de viabilité. Et les frais de service civique non plus sont pas éligibles puisque le service civique est déjà subventionné par d'autres ministères. Voilà, et pour finir, donc il y a une partie annexe où vous pouvez ajouter ben, tout document utile qui vient compléter le dossier. Il ne faut pas que les documents remplacent le dossier, hein. Donc on ne va pas s'amuser à lire un dossier de 60 pages en annexe en plus du dépôt, du rapport, enfin, du dépôt de dossier. Donc vous mettez vraiment les documents qui viennent appuyer le dossier. Donc ça va être des devis, des lettres d'engagement d'institutionnels par exemple, des attestations de mise à disposition de terrain, par exemple. Ça peut être les résultats d'une étude préalable. Voilà, un plan de formation, c'est important pour les projets de formation de nous joindre un peu le plan de formation détaillé que vous envisagez. Euh, voilà. Et puis photos, vidéos si vous avez qui peuvent venir illustrer enfin, le projet ou les projets précédents effectués sur place.
Voilà, donc je vous reconseille, enfin je vous répète, de bien sauvegarder régulièrement vos avancements dès que vous rédigez. Euh, Vous ne pouvez déposer bien sûr qu'une seule demande de subvention par session. Euh, Au niveau des pays qui sont classés en zone rouge selon voilà, les classifications du ministère des Affaires étrangères, euh, on, nous, on peut les financer, sauf du coup le Mali et le Burkina Faso. Mais voilà, et c'est un point d'attention. Ça demande que vous montriez aussi dans le dossier que vous avez conscience, enfin, de connaissance de la situation sur place, conscience des risques, et que vous mettez en place, enfin, que vous ne prenez pas de risques à la fois pour les membres de l'association française, mais aussi les partenaires sur place. Et puis ça demande, du coup, si vous ne pouvez pas vous déplacer sur place, d'anticiper quand même enfin, le suivi, voilà, la manière dont vous allez faire le suivi, la remontée d'informations sur le projet. Petite mise en garde aussi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la rédaction des dossiers. Puisque même si, bon, il faut vivre avec son temps évidemment, mais et on n'est pas contre ça, mais attention à ce que quand même le dossier reste authentique, bien lié à à votre terrain, des activités précises, avec des voilà des exemples, parce que le risque c'est, enfin, les dernières sessions là, on s'est retrouvé avec des dossiers qui se ressemblaient beaucoup, un peu vide de sens à des moments, avec des questions voilà, enfin, un peu toutes faites et qui finalement peuvent amener des doutes sur en fait ce qui sera réellement fait sur place et ce qui le sera pas, enfin ce qui vient vraiment du coup de l'association, ce qui a été pensé par les structures. Parce qu'on le voit quand même quand c'est rédigé déjà visuellement parfois par la structure et puis dans la tournure des phrases aussi. Donc voilà, voilà, petit point d'attention là-dessus. Euh, et sinon, voilà, je vous souhaite bon courage. Si vous souhaitez déposer le dossier, c'est à vous de jouer maintenant. J'espère que voilà, ça vous fait pas trop peur. De toute façon, on retrouve quand même globalement les éléments qu'on peut retrouver chez d'autres bailleurs de fonds maintenant. Donc voilà, ça peut aussi vous aider pour d'autres demandes de subventions. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à nous contacter, Moussa ou moi, pour si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un appui. Dans le dossier, dans chaque section, vous avez un petit récapitulatif de ce qui est attendu dans cette encadré bleu cyan. Euh, et vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer et qui va vous emmener sur un dossier PDF qui est un tutoriel en fait d'utilisation enfin, du formulaire en fait qui reprend chaque question avec des sous-questions qui explicitent bien ce qui est attendu à chaque fois. Donc moi je vous conseille vraiment de le télécharger. Vous pouvez le télécharger, même vous l'imprimer. Bon, il est un petit peu long, mais au moins ça peut être un outil d'aide en complément d'un accompagnement aussi d'une structure d'accompagnement. Voilà, parce que ça vous indique bien les attentes de chaque question. Je vous mets également les coordonnées de nos référents sur le terrain. Effectivement, la guilde a 5 coordinations sur place. Donc une basée au Cambodge et qui couvre la zone Asie du Sud-Est, donc c'est Romain. Une coordinatrice en Amérique latine qui est basée à Bogota, une coordinatrice au Liban, à Madagascar et au Sénégal. Donc, si jamais vous avez des projets dans ces zones-là, n'hésitez pas à les contacter aussi. Elles peuvent vous accompagner voilà, en amont et aussi si vous allez sur place, voilà, c'est possible de les rencontrer. Voilà, petite carte bon, qui peut-être pas depuis 3 jours maintenant, mais des RRMA, donc des réseaux régionaux multi-acteurs. Donc, si jamais vous n'êtes pas basé en Nouvelle-Aquitaine, chaque région de France a un réseau multi-acteurs, même dans les dom-toms maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Et en Île-de-France, il y a seulement les Yvelines, le département des Yvelines, qui a un réseau départemental. Et sinon, la guilde est là aussi pour vous accompagner. Voilà, pour l'Île-de-France, il y a la guilde ou l'ICID.
Voilà, quelques liens de ressources, donc avec le site dédié au micro-projet, enfin, le lien pour vous connecter au portail solidaire, notre observatoire avec des guides, des ressources, voilà, qui peuvent vous appuyer, le site des ODD, le site des zones de sécurité définies par le ministère des Affaires étrangères. Un lien pour vous abonner à notre newsletter si vous ne l'avez pas déjà fait. On essaie de donner des nouvelles un peu tous les mois et des informations sur nos formations aussi, nos accompagnements, nos appels à projets et aussi des nouvelles nos partenaires dans les régions et des projets. Donc voilà, n'hésitez pas. Et également des formations. On organise quand même des formations. Alors pour l'instant en Île-de-France, mais voilà, on a tout un programme en Île-de-France physiquement, mais qui aussi fait écho aux formations qui peuvent être proposées dans les régions par les RRMA. Voilà, moi j'en ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Merci Manon pour cette présentation presque exhaustive, j'allais dire. Pas mal d'informations, effectivement. C'est ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez aussi des questions. J'ai déjà partagé le contact de Manon, le mien aussi. Avant peut-être de prendre les questions du chat, on va donner la parole à Josiane, ensuite Alicia. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Voilà. Merci beaucoup, Manon. Franchement, c'était costaud. Il fallait suivre. mais on vous diffusera, enfin on vous partagera le La PowerPoint formation, oui, après aussi. Donc voilà. ouais, ouais, très bien. Alors, je voulais juste, ma question était située là. Moussa m'a déjà un peu brossé un peu beaucoup de choses, mais je voulais savoir si la guilde, si on a un projet, la guilde vous avez bien dit qu'il n'y a qu'une fois sur une session. C'est-à-dire, sur un an, on n'a qu'une seule fois ou bien on a un seul projet par session, c'est ça? Oui, vous pouvez demander une subvention pour un projet par session. Par Après, vous session, voulez d'accord. dire si vous avez déjà un projet en cours? Non, Non? je voulais savoir si au même moment où on demande une subvention avec la guilde, est-ce qu'on peut Mhm. aussi demander avec sous coopération sur peut-être le même projet? J'en sais, donc je prends un exemple, hein. Euh, Je vous écris un projet, donc vous m'accompagnez ou bien j'écris un projet sur la guilde et je écris le même projet sur coopération. Est-ce que ça se fait ça? alors, Socopération ne finance pas de projet, donc, enfin, sauf si c'est dans le cadre de l'incubateur, mais ne finance pas de projet, donc vous ne pouvez pas leur demander des fonds en fait. Mais vous pouvez nous solliciter à nous, mais pour un projet. D'accord, ok. Et Je sais voilà, pas vous si ça m'aviez, ça répond. c'était la première question. Donc vous avez parlé des projets qui restent pérennes, par exemple, et qui doivent être aussi en collaboration avec la législation du pays où on veut faire. Je suis du Cameroun et Mhm. chez moi, on ne parle pas encore de la santé mentale. Et moi, j'y Mm. travaille dedans depuis 20 ans en France et je voulais amener le même service chez nous parce qu'on n'en parle pas encore. Donc, la législation n'a pas encore mis vraiment un point sur la santé mentale. Ouais, Et là, je voulais commencer vraiment tout petit, déjà en essayant d'explorer sur les zones qui sont vraiment très sales en Afrique. Et déjà, enfin, le projet porte sur des personnes vulnérables. ouais. Ceux qui sont handicapés, Mhm. pour les mamans solo, on va dire ça, des femmes qui n'ont pas vraiment d'autres moyens, les enfants qui sortent peut-être de prison ou bien qui errent dans la rue, c'est-à-dire les occuper par le Mhm. travail. Donc, c'est donc ce que je parle. On va parler de quelque chose qui peut être autonomisé seul avant que les personnes publiques essayent maintenant de mettre la main sur ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer à parler de la santé Mm. mentale et d'intégrer peut-être les enfants sortis de prison ou bien les enfants qui errent dans la société. Il n'y a pas encore il n'y a encore rien sur ça. Alors, je voulais savoir par où est-ce que je commence
Selon vous, par où est-ce que je peux commencer pour porter ce projet-là jusqu'à ce que ce soit pérenne, de façon qu'elle soit autonomisée, qu'elle essaie de revivre par elle-même? Je Je vais, suis vraiment encore dans l'état embryonnaire. je vais Oui, répondre à cette question, Manon, si tu permets. En fait, Josiane, là, je sais que tu es très passionné par le sujet. Ça, c'est des questions qu'on pourra développer durant l'accompagnement. Donc, ça, D'accord. voilà, c'est des questions super intéressantes, mais il faut oui, beaucoup de temps. Et ouais. voilà, comme là, on est pris par le temps, je note tes C'est questions vrai. et voilà, on aura le temps de développer sur toutes ces questions-là. Oui, plus individuellement. Je note aussi, parce qu'il me semble qu'on avait financé une structure en lien, enfin, au Cameroun, une structure d'accueil pour les enfants en situation de handicap. Donc, je peux peut-être me le noter et essayer pour vous mettre aussi en lien avec cette structure-là. Ah ouais, merci. J'ai vu au Sénégal, en faisant mes fouilles, j'ai vu qu'au Sénégal, il y avait une maison qui faisait déjà ce que je dis, ce que je parle là à peu près ce que je fais. Je veux faire, c'est la maison d'Elossi. La maison d'Elossi, c'est une association D'accord. d'Elossi. Voilà, ça fait déjà ça, voilà, il a commencé à faire comme ça au Sénégal, donc je voulais m'appuyer sur son exemple aussi pour mettre ça au Cameroun. On va Donc, Bah, c'est un j'attends bon aussi que début, vous me en tout mettez en cas, lien. J'attends Mm. aussi maintenant que vous mettez en lien avec, Ouais, si vous avez connaissance de ceux qui ont été déjà faits au Cameroun, ce serait pas mal. ouais, je Merci. regarderai et je transmettrai à Moussa. Merci beaucoup. C'était Merci, tout Anne, pour merci moi. Manon. Merci. Donc, Alicia, allez-y. Oui, bonjour. Bah, déjà, merci pour la présentation. J'avais juste une petite question à propos des critères de sélection. Nous, on est une association française, du coup, qui est dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et on est reconnu au Bénin et on mène nos actions au Bénin pour les femmes victimes de violences. On fait de l'hébergement et de la réinsertion. Mm. Et du coup, je me demandais Carrément. à propos du partenariat avec une structure locale. Nous, on a déjà beaucoup de partenaires sur place, que ce soit des institutions, des autres ONG, etc. Mais je me demandais si nous, en tant que structure, on peut mener notre propre projet, sachant qu'on est reconnu au Bénin. Alors, normalement, c'est vrai que dans les critères, on demande vraiment que ce soit deux structures distinctes avec des bureaux distincts et une trésorerie distincte entre les deux partenaires. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Bah, par exemple, enfin, je dis n'importe quoi, mais on travaille beaucoup avec l'Institut national de la femme au Bénin, qui nous appuie, où on mène parfois des projets ensemble. Est-ce que ça pourrait rentrer dedans si j'essaye de voir s'ils sont partants pour monter un projet et qu'on puisse monter le Oui, projet dans ce ensemble? cas-là, donc vous serez l'association française et Oui, votre partenaire local, ce serait l'Institut. national de la femme. Oui, 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 dans ce cas-là, c'est possible. Dans Euh, ce cas-là, c'est ce possible, qu'on, ok. ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les mêmes bureaux à la fois en France et sur place et la même trésorerie. C'est vraiment les deux structures qui portent le projet doivent être distinctes sur le plan administratif. Mais Ok, ça après, marche. si vous êtes reconnu sur place, c'est bien, enfin tant mieux aussi. Mais voilà, il faut un partenaire vraiment enfin, distinct de l'association française. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci, Alicia. Je vais peut-être répondre quelques questions du chat. Donc, Ousmane de l'association Connecté, Éduquer et Connecté pour demain, on connaît bien. Est-ce que plusieurs associations peuvent-elles porter le projet? Oui, vous pouvez être en consortium, mais dans le portage administratif, il faut qu'il y ait une association qui puisse assumer le portage administratif. Mais oui, l'idéal, c'est même C'est ça. d'être à plusieurs en portage Mm. en consortium et même parfois multi-acteurs. Euh, Ouais. pour Awa, il me semble qu'on avait déjà répondu à la question. Quelle est la durée minimale du projet? Ça aussi, on avait déjà répondu. Euh, Minimum 1 an, c'est ça. maximum 3 ans. Donc, sur la prise en charge d'une partie des frais de gestion du projet, là, je vais peut-être te laisser répondre maintenant. La question, c'est est-ce que la prise en charge est-ce que une partie des frais de gestion du projet est prise en charge? Est-ce que la question est claire pour toi? Alors attends, je sais pas si je suis sur la bonne question. C'est La quoi? la Euh, question du GCPO. Sur les dépenses déjà effectuées? Non. Est-ce que vous êtes là, la personne qui a posé la question, pour peut-être.
euh, Ah oui, pour votre pas question. de prise en charge d'une partie des frais de gestion du projet. C'est vrai que, alors, qu'est-ce que vous entendez par frais de gestion? Je sais pas qui est là. Ah, donc on va... Mais globalement, non, on finance pas les frais de fonctionnement et de gestion, sauf si c'est vraiment enfin, lié au projet, mais il faut que ce soit enfin, montré qu'ils seront couverts par la suite. Ça dépend ce qu'il y a sous les frais de gestion. Je crois que la personne n'est plus là. Donc, Je là. Bon, peut-être voir les questions suivantes. Si le planning de réalisation du projet est prévu pour 3 mois, dans ce cas, l'association, oui, c'est encore une question sur la planif. Donc, il faut que le projet soit mm. planifié sur au moins 12 mois et au maximum 3 ans. 3 mois, il sera directement inéligible. Il sera même pas lu. C'est ça. Une Donc, question d'Anton. Si l'association lance son activité sans donc présenter de compte de résultats et rapport d'activité, peut-elle candidater? l'association, il faut qu'elle ait au minimum 2 ans d'existence. Après, si elle n'a pas, voilà, enfin, forcément, en y regardant sur l'activité, s'il n'y a jamais eu d'activité, ça peut être un point d'attention sur voilà, la capacité à porter un tel projet, mais c'est pas rédhibitoire. Mais par contre, il faut qu'elle ait au moins 2 ans d'existence au moment de la clôture du projet, de l'appel à projet. Donc au 31 mars, là, il faut qu'elle ait au moins 2 ans d'existence. Une question de Sophie de FAL 33. Est-ce que, il peut s'agir d'un projet ayant commencé avant le résultat de l'appel à projet? Sophie, je te laisse préciser ta question. Est-ce que tu veux dire si les activités avant le dépôt sont éligibles ou les activités entre le dépôt et la publication des résultats? Hmm. C'est bien Ouais, ça. merci Moussa, parce il y a une petite incompréhension de ma part, en tout cas dans le règlement de l'appel de printemps 2026. Il y a marqué que dans les dépenses Ouais. éligibles, les dépenses déjà réalisées avant la date de clôture de l'appel à projet, soit le 15 septembre 2025. Je ne savais Ouais. pas si c'est une erreur du fait de Non, report c'est une de erreur, l'ancien oui. appel au projet. Ouais, c'est ça. Ah oui, Donc, oui, oui, les effectivement. dépenses inéligibles, c'est celles du 31 mai. Enfin, elles sont Oui, inéligibles avant le 31 mars 2026, quoi. C'est ça oui, que ça oui, veut oui, dire. bien sûr. Effectivement, bah, merci d'avoir noté cette erreur. Il faut qu'on mette à jour on met à jour les règlements par session, mais effectivement, quand il y a des choses spécifiques comme ça, là, on n'a pas changé. Donc ça, c'était pour la session précédente d'automne. Mm. Mais effectivement, là, donc c'est avant toutes les dépenses faites avant le 31 mars sont inéligibles, ne pourront pas être voilà, prises en compte. Par contre, si vous souhaitez commencer votre projet, si le projet, si des activités débutent, par exemple le 1er avril, et que vous souhaitez le mettre en place avant même d'avoir la réponse à l'appel à projet, si jamais vous êtes lauréat, ces dépenses-là seront considérées comme éligibles, donc vous serez remboursé enfin, par la suite. Mais voilà, c'est un risque à prendre parce que le temps de voilà des résultats, puis si jamais vous êtes lauréat, le versement des fonds, ça met quelques mois. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, très clair. Merci beaucoup, Ok, Manon. de rien. Une autre question sur les dispositifs de purification d'eau importés. Je pense que Manon, tu as déjà répondu à cette question. En tout cas, ce qui va être encouragé, c'est tout ce que vous pouvez acheter au local, faites-le. Après, s'il y a des équipements que vous ne pouvez pas avoir au niveau local, ça aussi, ça pourrait être éligible, mais avec une argumentation. Ouais, c'est Peut-être ça. pas. Est-ce que la guilde propose des formations en ligne, Manon? Alors actuellement, ça va être, non, pour les non lauréats en tout cas, non, c'est plutôt en présentiel à Paris. Euh, on, on, on donne enfin, on fait des webinaires, des ateliers en ligne avec les lauréats au niveau national, mais en amont, pour l'instant, non, on n'a pas déployé de formation en ligne. Une autre question de Simplice. Simplice, votre association est basée au Togo, mais avec une convention avec une association française. Euh, Votre association, votre partenaire en tout cas français peut porter le projet.
Et donc, vous pouvez être le partenaire local. Mais pour Ouais, être éligible, il faut effectivement avoir le siège social en France. ouais, effectivement. Alors, la question de Sophie a déjà été traitée. Est-ce que le partenaire devra obligatoirement participer financièrement sur le projet mené par l'association française? Ah non, je laisse répondre. Participer financièrement, c'est ça? Oui, Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement, mais c'est toujours un plus si ça l'est, mais il n'y a pas d'obligation. Pareil pour l'association française, il n'y a pas vraiment de seuil, mais c'est quand même encouragé, voilà, d'avoir même une petite contribution. tout à fait. Ça va peut-être nous permettre de répondre à une question que j'avais vue un peu plus en haut. C'était est-ce que la guilde finance, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un cofinancement? Effectivement, oui, la Mm, guilde finance maximum 50% du coût total ou un financement de max 12 000 euros pour une première demande et mm, 1 000 pour une deuxième demande selon les conditions qui ont déjà été précisées en amont. Pour le contact du point focal de la guilde oui, officielle, nous enverrons la présentation à la fin oui. de la formation. Est-ce que on a une dernière question? Non. Alors, Manon, je te laisse le mot de la fin. Oui, eh bien, merci pour votre participation et puis vos questions. Il y a une dernière question. Puissions-nous solliciter des mécènes auprès de la guilde? C'est-à-dire des mécènes auprès de la guilde? Vous pouvez solliciter une demande de subvention auprès de la guilde et d'autres cofinanceurs, mais du coup à l'extérieur de la plateforme. Je ne sais pas si ça répond à la question. Vous voulez la dire à voix haute, Simplice? Ouais, je vais préciser la question. Allô, est-ce que vous écoutez? On vous entend de très loin. Ouais, je dis pour la mécène. Allô? Oui, Donc, c'est-à-dire au cas où nous avons un domaine spécifique et on a besoin d'un technicien, d'un appui ah, technique. C'est ça. Un hmm, mécène, on peut demander s'il peut nous aider, on nous envoie un mécène pour nous aider dans la conception de certains de nos projets. Ou- hmm. Oui, plutôt une expertise donc. Ok. Ouais. Ça a été cool. Non, du coup, nous, c'est vrai qu'on fait que de la subvention. Après, on peut vous orienter vers des structures un peu plus spécialisées, bah, comme le programme Solidarité Eau pour les projets d'eau et assainissement, le réseau Cycle pour des projets d'énergie renouvelable. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas de mécénat de compétences. Euh, Une voilà. toute dernière. Si le projet est retenu à 50%, attend un délai certain pour rassembler les 50% restants. Non, il n'y a pas un délai. Après, c'est sûr que, par exemple, si votre budget est à 100 000 euros et que vous n'avez rien acquis, euh, c'est pas rédhibitoire non plus pour nous, mais c'est un point de vigilance et voilà, ça peut effectivement créer du retard sur la mise en œuvre du projet. Le tout, c'est de nous tenir au courant et puis bon, on revoit les choses ensemble petit à petit. On peut aussi vous appuyer, peut-être vous orienter vers d'autres bailleurs de fonds en fonction de votre projet. Euh, et sous coopération aussi peut-être. Et voilà, mais il n'y a pas en tout cas de limite, de règles spécifiques là-dessus. Eh bien, donc, merci à tous pour Voilà, bah, votre merci beaucoup. merci Manon pour ta Merci présentation. pour l'organisation. Avec plaisir, le support de présentation vous sera donc partagé et où vous trouverez toutes les informations, notamment sur nos contacts. Et voilà, je vous remercie. Bonne fin de Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour la présentation. Au revoir. journée. Merci Moussa pour cette belle initiative. Et à toi, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup. Béatrice. Au revoir. Au revoir.